C'est mieux? Ouais. Ok, alors je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Lox, vous avez mon Twitter, mon adresse mail. J'ai travaillé un peu sur des questions d'infra, réseau, etc. J'ai fait 6 ans de sécurité offensive, de recherche de vulnes, de tests d'intrusion, de développement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire du bleu, j'ai envie de, de changer de problème. Et donc j'ai monté une boîte pour essayer de faire du bleu qui marche. On recrute éventuellement. De quoi on va parler aujourd'hui? Je vais faire un rapide état de qu'est-ce qu'on peut observer comme malware sous Linux. Quand je souffle, ça, c'est peut-être mieux là. Je vais parler de comment ça marche en antivirus. Vas-y. On va essayer. Et puis on va parler un petit peu de pourquoi, dans les faits, ça marche pas l'approche classique antivirus sous Linux. C'est pas que technologique. Et puis réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai pas de solution absolument magique. Si vous en avez une, ça m'intéresse carrément. Mais c'est pour exposer le problème, exposer comment moi j'attaque ce problème. Et puis j'espère avoir des réponses intéressantes. Alors le quota buzzword, on va parler un petit peu d'IoT, on va presque pas parler de blockchain, on va parler un peu de big data. Voilà, j'ai atteint mon quota pour le marketing. C'est bon. De quoi on va pas parler parce que on n'a pas un temps de ouf. On va pas parler de comment le malware il arrive sur la box. Internet c'est vuln, les hackers ils vont hacker. Et donc il y aura des malwares sur les machines Linux. On va s'arrêter là. Je vais pas parler d'Android parce que c'est vraiment un cas à part, c'est très spécifique. Je vais essayer de pas trop parler de trucs qu'on peut acheter parce que le but c'est pas de faire le marketing d'autres gens ni le mien. C'est juste vraiment de réfléchir à comment on approche les problèmes et comment on les traite. Et puis je vais pas parler de deep learning, de cyber threat intelligence, etc. C'est pas que c'est pas des problèmes intéressants, mais c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est un malware? Tout le monde est d'accord, c'est un code malveillant. Comment on sait si un code il est malveillant ou pas? On peut prouver que c'est équivalent au halting problem. Donc le halting problem, c'est faire un programme qui détermine en un temps fini si un autre programme s'arrête ou pas. Et ça, on peut prouver que c'est impossible. Sauf, visiblement, si vous êtes un antivirus. Le modèle des antivirus est basé sur un problème qui est théoriquement impossible. Mais bon, on a quand même des résultats intéressants. Sous Linux, et sous Unix en général, quand on s'intéresse à comment les malwares sont arrivés, comment on backdoorait les systèmes historiquement, on a le grand classique de on crée un nouvel utilisateur, idéalement avec l'ID 0. Et puis après, à l'époque où vous aviez des modems, etc., on pouvait backdoorer le programme login pour avoir un mot de passe magique pour se connecter sur les machines. On est arrivé au monde merveilleux d'Internet. On va avoir tout ce qui est bind ou reverse shell, donc on fait un petit programme qui écoute sur une socket ou qui va se connecter. Puis quand il y a une connexion, on met un shell et de toute façon sous Linux tout passe par le shell, donc ça marche très bien. C'est 20 lignes de C à peu près, alors peut-être pas si vous respectez la norme EPITA, Epitech 42, peut-être un peu plus. C'est aussi une ligne en Bash, Perl, Python, Awk, whatever. Et puis là-dessus, vous pouvez, sur ce concept de shell, on peut rajouter de la crypto, on peut rajouter du DNS tuning, on peut rajouter du port knocking pour la furtivité, etc. Ça, c'est une grande famille, c'est le shell. Une autre approche, il y en a qui ne reconnaissent pas ça? Donc ça, c'est C99 shell. C'est ce qu'on appelle un web shell, c'est l'outil de script qui dit par excellence. Vous avez une vulne sur un site PHP, vous uploadez ça, vous pouvez naviguer dans le file system, exécuter des commandes, dumper la base de données, etc. Ça, c'est vraiment un outil rudimentaire. Aujourd'hui, vous avez des outils un peu plus évolués qui vont vous permettre de pivoter sur la machine à travers un proxy SOX, qui sont polymorphes, que vous utilisez en ligne de commande, etc. Je parlerai un petit peu de Weavely tout à l'heure. Donc, autre grande famille, les web shells, c'est des fichiers qui sont déposés dans une arborescence web pour être utilisés. Un autre truc qu'on voyait énormément il y a quelques années et qu'on commence à voir un peu moins parce que ça évolue, IRC commence à disparaître, c'est tout ce qui est bot IRC. Donc c'est des programmes qui étaient déployés par milliers sur des machines infectées, qui se connectaient sur des channels de discussion, un protocole texte où vous pouvez implémenter un bot. Alors peut-être qu'il faut plus que 20 lignes de Python, mais pas beaucoup.
et avec des fonctionnalités typiquement d'exécution de commandes, beaucoup utilisées pour du DDoS, et puis aussi pour du scan et de la propagation. Donc j'ai mon botnet, je veux agrandir mon botnet, j'utilise mon botnet pour agrandir mon botnet. Troisième grande famille de malware qu'on voit beaucoup sur du Linux. Et après, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le vrai monde? Alors, on voit depuis quelques années des ransomware, depuis en fait qu'on a inventé le Bitcoin et que les gens ils sont un peu aperçus qu'on pouvait leur donner de l'argent sans qu'ils se fassent arrêter. On voit beaucoup de mineurs de crypto-monnaies. On voit parmi les trucs intéressants des serveurs SSH modifiés. Donc soit vous modifiez le serveur SSH légitime du système pour qu'il ait un mot de passe magique ou qui vous autorise tout le temps à vous connecter, soit vous faites tourner un autre programme qui a toutes les fonctionnalités de SSH. Je citerai juste The Unix Terrorist du projet Mayhem qui dit je voudrais remercier Theodorat et le projet OpenBSD pour avoir créé la meilleure backdoor jamais écrite. Ça s'appelle OpenSSH. Et effectivement, sur du OpenSSH, vous pouvez vous avez un shell, vous transférez des fichiers, vous forwardez des connexions, vous faites du VPN. Enfin, on peut même rajouter des subsystèmes custom. Voilà. On voit aussi des malwares APT classiques. Je ne sais pas s'il y en a, il y en a sûrement qui étaient à BeerRump, où je présentais Nopen, qui est l'implant Unix de la NSA. Mais en gros, c'est un gros binaire, un protocole de command and control. Il y avait une soixantaine de commandes dans l'implant, et qui était clairement conçu pour interagir avec un écosystème vraiment complexe. C'était vuln, c'était drôle, mais c'est une autre histoire. Et puis après, ensuite, mais ça, c'est des trucs relativement classiques qu'on voit, pas que de groupes vraiment avancés. On voit des malwares qui sont juste des gros binaires vachement compliqués pour ce que ça fait. Il y a une famille qui est assez intéressante, c'est tout ce qui va être modules qui vont être chargés dans une autre application. Deux exemples, c'est le module Apache, donc il y a un mode RootMe ou quelque chose comme ça d'Apache, et enfin, au moins 5 ou 6 variantes du concept, où vous chargez un module dans Apache, et puis quand vous envoyez une requête magique, Apache va exécuter vos commandes, etc. Pareil, PAM, le framework d'authentification Unix, il y a des modules que vous pouvez installer, et puis quand vous allez vous connecter avec un mot de passe magique, il va vous laisser rentrer. Bref, ce genre de choses. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler de Mirai, qui est un gros botnet qui utilise du HTTP pour le command and control, qui a deux particularités intéressantes. Un, il cible de l'IoT, donc il est conçu pour être compilé sur des plateformes assez différentes. Et surtout, il a un rootkit userland qui va assurer sa furtivité. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de variantes de Mirai qui tournent. Et puis après, vous avez les trucs vraiment violents. En 2012, il y a un type qui a trouvé sur sa machine un rootkit kernel qui s'amusait à injecter des iframes. Donc il ne comprenait pas pourquoi dans ses réponses HTTP, il avait des iframes, alors que quand il faisait un strass sur Nginx, il n'y avait pas l'iframe. Et donc ils ont désossé la machine et ils ont fini par s'apercevoir qu'il y avait un module kernel qui venait décompresser le flux gzip, insérer l'iframe, recompresser le flux gzip et le renvoyer. Donc c'est des trucs qu'on voit vraiment in the wild. Personne ne sait comment ce rootkit est arrivé sur la machine en question. Il y a 2 ans aussi, on m'a demandé de regarder un Stager Elf, Full Memory over DNS, qui était un shellcode qui avait été patché salement dans syslogd, et donc qui hookait un truc. Et les types, simplement en essayant de s'authentifier avec un login qui n'existait pas, le machin venait charger on sait pas quoi over du DNS. On n'a jamais réussi à choper le payload complet. Je parlerai aussi rapidement de VPN Filter, qui a fait pas mal de bruit cette année. Grosse backdoor modulaire, a priori attribuée à APT28, qui a juste fait un petit botnet de 500 000 routeurs, ce qui n'est pas négligeable. Pareil sur du cross-platform. Donc on voit que clairement, du malware sous Unix, il y en a, et ça fait mal. Un point rapide sur qu'est-ce qu'on voit en termes de furtivité. C'est très très large comme spectre. On en a où genre la furtivité elle n'existe pas, vous avez un binaire qui s'appelle X sur votre machine qui tourne, qui se connecte sur du port standard IRC. Des fois il y a un peu de camouflage, on appelle le binaire HTTPD au lieu de l'appeler X.
Vous rigolez, mais des trucs comme ça, j'en ai vu que ça faisait 2 ans qu'ils tournaient, hein. La machine elle a 3 ans d'uptime, elle est backdoorée depuis 2 ans et jamais personne s'est demandé pourquoi il y avait Apache 2 et HTTPD qui tournaient. Vous avez tout ce qui va être technique d'injection de code, donc au lieu d'avoir un binaire à proprement parler, on va faire un .so, donc une bibliothèque qui va être injectée dans un autre process, soit dans un process qui tourne déjà. Si ça vous intéresse, il y a un projet sur GitHub qui s'appelle InjectSO, qui marche à peu près, il faut corriger 2-3 bugs pour que ça marche vraiment bien, mais en gros qui va utiliser Petras pour forcer un programme à charger un .so. Vous pouvez faire du LD preload pour charger... il y en a à qui ça parle pas, les LD preload? Bon, en gros, un outil pour forcer le chargement de librairies dans un binaire, et donc camoufler dans un programme qui a l'air légitime le malware. On va avoir aussi des rootkits userland. Il y a 2 grandes catégories de rootkits userland. Il y a ceux qui consistent à patcher tous les binaires, donc vous patchez ls, netstat et compagnie pour pas que vos implants soient affichés. Et après, un niveau au-dessus, il y a tout ce qui va être hooking des fonctions de la libc pour que les programmes ne voient pas ce que vous voulez pas qu'ils voient. Et puis on a un autre niveau qui est le niveau rootkit kernel. Alors on en voit quelques-uns, on en voit moins. Et mon hypothèse, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on voit assez peu de rootkit kernel, c'est déjà que c'est meilleur en termes de furtivité, donc on les voit moins. Et surtout que ça demande d'être compilé spécifiquement pour le kernel qui est ciblé. Et donc pour les attaquants, c'est chiant. Donc s'ils peuvent avoir juste une lib qu'ils mettent avec une ABI standard, ça marche beaucoup mieux. Un petit mot sur la persistance. Un système Unix, ça reboot pas tous les jours. Donc il y en a qui s'embêtent pas à faire de la persistance, ils lancent le truc. Si votre machine est reboot dans 6 mois, bah, ils n'auront plus l'accès. Ce sera probablement vuln à la même chose que ce qu'ils ont utilisé pour rentrer la première fois, donc voilà. Il y a tout ce qui est, dans le cas des web shells, l'arborescence des serveurs web. Puis après, vous avez des centaines de milliers de fichiers de scripts, de config ou autres sur un système Unix, où vous pouvez insérer une commande discrètement pour faire en sorte qu'elle soit redémarrée prochainement. Vous avez Comptable, dont c'est le boulot. AT, qui est un peu moins regardé et qui marche aussi. Un cas que je trouve vachement sympa aussi, c'est etc.ld.so.preload, qui, si je dis pas de bêtises, était utilisé par certaines variantes de Mirai, qui va dire ce .so, vous le chargez dans tous les binaires qui tournent. Donc votre malware, il tourne partout. Après, c'est à vous de faire en sorte de ne pas trébucher sur vos propres pieds, quoi. Il y a des tricks assez rigolos qui consistent à patcher des binaires légitimes pour qu'ils viennent charger votre code. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et puis, j'ai vu qu'une seule fois un implant qui venait infecter l'initramfs. Donc, si le système il reboot, le truc il se rechargeait automatiquement. Ce qui m'a vachement intrigué sur celui-là, c'est que il gérait pas le cas où l'initramfs était remis à jour. Et la raison principale de reboot d'un système Unix, pour moi, c'est la mise à jour du kernel. Donc, je ne sais pas exactement comment le truc était géré. Mais en gros, si vous avez une super bonne idée de comment persister sur un système Linux, en général, il y a quelqu'un qui l'a publié il y a 10 ans dans Frac. Sauf si vous utilisez systemd, parce que Frac n'existait pas encore. Enfin, pardon, systemd n'existait pas encore à l'époque où il y avait encore des gens qui publiaient des trucs dans Frac. Donc concrètement, c'est quoi notre malware? Best case, c'est un binaire ELF, un programme standalone, voilà, ça c'est facile. Après, on a un cas un peu plus pénible, où on va avoir un script Python, Perl, et dans le pire des cas, dont l'exécution va dépendre du contexte. Si vous avez un CGI, savoir que votre binaire, c'est un CGI, et comment l'exécuter pour que ça marche, ça peut devenir compliqué. Et puis après, on a des cas un peu plus pénibles, où au lieu d'avoir complètement le malware sur le système, on va juste avoir un stager qui va aller récupérer tout ce qu'on veut. Alors, sous Linux, on a des outils comme wget et sh. Windows commence à rattraper son retard en termes de facilité d'exploitation grâce à PowerShell. Mais ça fait des années qu'on trouve des petits stagers qui font au bout un wget pipe sh sur une URL. Et donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui va être chargé. Ça rend l'analyse plus compliquée. On trouve ça en Python, etc. Et puis après, il y a les cas vraiment pénibles.
Et je pense en particulier à tous ces frameworks PHP qui ont décidé que c'était une bonne idée de cacher du code exécutable dans la base de données. Parce que quand vous commencez à faire de la détection, bah vous dites « Ah, mais la table MySQL, là, il y a un malware dedans, et qu'est-ce que je fais quoi ?» Donc le concept de malware fileless dont on commence à entendre parler sur Windows, sous Linux, ça fait des années que ça existe et que on ne sait pas vraiment le gérer en fait. Qu'est-ce que c'est le cycle classique d'un antivirus? C'est vous avez un client qui trouve un malware, vous récupérez le sample, vous extrayez les signatures, vous distribuez les signatures vers pas le botnet de client quoi. C'est pareil, bon c'est pas grave. Donc ce qu'on appelle l'antivirus. Et puis après vous avez un beau pop-up, qu'est-ce que vous voulez faire de ce malware? Ça marchait bien à l'époque où les virus ils se propageaient par des disquettes, voilà. Aujourd'hui le cycle il est un petit peu plus compliqué, donc vous avez un fichier qui n'est pas connu, vous regardez dans votre base de signature, est-ce que ça match, est-ce que ça match pas? Si ça match, bon, alerte, cas facile, vous prévenez l'utilisateur. Si ça marche pas, il y a des mécanismes de réputation, d'analyse dynamique dans des sandbox, de hooking pour l'analyse comportementale qui vont sortir des scores de est-ce que le truc il a l'air méchant ou pas. S'il est vraiment méchant, on l'envoie, on prévient l'utilisateur. S'il a l'air méchant mais qu'on ne sait pas trop, on le remonte, ça s'appelle la télémétrie, vers le cloud de l'antivirus. L'éditeur va l'analyser, extraire des signatures, envoyer ça dans la base et puis voilà. J'ai simplifié un petit peu mais un antivirus moderne, en gros, ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est que c'est bien connu, il n'y a pas de malware sous Linux, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc il n'y a pas besoin d'antivirus commercialement, en tout cas dans la tête des gens. Les cibles sont particulièrement hétérogènes. Vous allez avoir des serveurs web, ça c'est relativement classique, c'est des distribs classiques. Vous allez avoir des équipements réseau, ou avec des distribs un peu plus... On parlait de MikroTik tout à l'heure. Et puis vous avez le cas vraiment merdique des IoT, des caméras, des enregistreurs vidéo, etc. Souvent, c'est des équipements fermés où si vous vous faites infecter, bah, vous, en tant que propriétaire du truc, vous n'avez pas la main dessus et c'est vraiment la merde. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe quand vous avez votre brosse à dents qui fait partie d'un botnet. À quoi ressemble le pop-up de l'antivirus sur une brosse à dents, je ne sais pas. Donc l'état des lieux aujourd'hui sous Linux, c'est quoi? On a une douzaine d'antivirus sous Linux. Il y a de l'open source, il y a du propriétaire. En gros, les un peu sérieux du monde Windows ont essayé d'avoir un truc sous Linux. Souvent, c'est très orienté, à quelques exceptions près, c'est orienté scan de fichiers en disant vous allez le mettre sur le serveur, on va scanner les mails, on va scanner les partages. C'est pas fait pour protéger le système, à quelques exceptions près. Quand on regarde un peu sur les forums et tout, les gens ils sont poussés par la compliance, on leur dit vous devez mettre un antivirus. Donc ils cherchent un antivirus. Un des principaux, ils ont une base de à peu près 100 000 signatures sous Linux, contre 7 millions sous Windows. C'est Kaspersky. Un exemple, Weebly, donc WebShell classique, voilà, vous avez la date, c'est il y a dans 4 heures. Vous générez votre machin, il n'y a personne qui sait ce que c'est, voilà. Donc on a des antivirus, mais en fait, quand on prend des vrais malwares open source qui sont sur GitHub, personne n'est capable de les détecter. Pourquoi c'est compliqué? Donc on a dit on a un environnement hétérogène. Donc faire un antivirus, c'est compliqué parce que vous allez avoir plein de versions du kernel différentes, des file systems qui varient, etc. Et en termes d'expérience utilisateur, de support, de QA, à développer, c'est cauchemardesque. Du coup, vous avez une offre qui n'est pas terrible, personne n'achète. Donc personne n'achète, vous n'avez pas de télémétrie. Donc vous n'avez pas de sample, donc vous n'avez pas de signature, donc vous ne détectez rien. Et puis il y a des difficultés techniques. Alors il y a très peu d'investissement R&D sur comment on fait de la sandbox et du hooking pour de l'instrumentation dynamique de détection de malware sur du Linux. Donc en général, on va être limité à la détection de fichiers connus. C'est là où le polymorphisme, ça fait de la magie. On a du malware fileless dans tous les sens, des trucs en mémoire. En général, les antivirus Linux, ils vont remonter les alertes via syslog. Qui regarde ces syslogs? Aujourd'hui, pas grand monde. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on détecte un malware, genre dans la table de MySQL, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, rapidement, dans le monde merveilleux de l'IoT, si on veut faire les trucs bien, on a des outils qui permettent d'éviter l'exécution de malware sur notre machine. On a tout ce qui va être module, enfin tout ce qui est Linux Security Modules, donc SE Linux à part mort, qui vont nous permettre de dire il n'y a que les trucs autorisés qui vont tourner sur ma machine. C'est super lourd à maintenir, mais
Si c'est bien fait, ça marche bien. Et pour de l'IoT, c'est des solutions qui sont intéressantes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est ce qui est utilisé sur Android. Il y a un autre outil qui est intéressant, c'est tout ce qui est Integrity Measurement Architecture, où en gros, vous allez dire, si le fichier il a été modifié, ben, il ne marche plus. Donc ça évite le chargement, l'infection de fichiers, etc. L'autre solution, c'est de se dire, on va faire notre propre antivirus. Rapidement, on peut faire un moteur de scan de fichiers classique, ça s'appelle Yara. Hein. Jusqu'au 3.8, il fallait faire son propre module kernel, donc le compiler sur toutes les versions de Linux, c'était à peu près ingérable. Depuis le 3.8, on a un nouveau framework qui s'appelle FA-Notify, qui va permettre d'être prévenu à chaque fois qu'un programme veut accéder à un fichier. Et donc on peut faire des vérifications d'intégrité, on peut le scanner. En à peu près 20 lignes de Python, avec Python, FA-Notify et Yara, vous faites votre propre antivirus. Bon, évidemment, si le cas où root il est là, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, si l'attaquant est root, on ne peut pas faire grand-chose. On va être quand même restreint à ce qui est dans des fichiers. Il y a quelques trucs qui peuvent être faits en termes d'accès mémoire, mais en termes d'analyse comportementale, il y a à peu près rien qui existe aujourd'hui. Et puis surtout, il faut une putain de base de signature. Et on n'a pas de base de signature parce qu'on n'a pas de télémétrie, parce qu'il n'y a pas de marché. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de base de signature? En gros, qu'est-ce qu'on fait quand on veut détecter des trucs qu'on ne connaît pas, quoi? À quel moment on a une chance de détecter un malware? Quand il est déployé sur le file system, quand il fait en sorte d'être persistant et d'être relancé au démarrage suivant, quand il va être chargé au démarrage suivant, ou quand il va faire de l'activité, donc de l'activité réseau, de l'exécution de commandes, de l'accès à des fichiers. La façon dont moi je traite ce problème, et s'il y a des gens qui ont d'autres approches, on en parle avec plaisir, c'est que je centralise les événements. Donc tout ce qui se passe sur les machines, je log. J'établis une baseline de ça, c'est ce qui est normal. Et après, je cherche des trucs qui ne sont pas normaux. Soit des trucs qui sont statistiquement inhabituels. On a des faux positifs, mais si c'est bien géré, ça se fait. Soit des trucs qui sont, dont je sais que c'est pas normal. Par exemple, si Apache commence à exécuter 4 etc passwords, c'est qu'il y a des trucs pas normaux qui sont en train de se passer. Pour la partie collecte, il y a des trucs comme AuditD, sysdig, qui font des trucs vachement bien au niveau système. Tripwire, ça permet de remonter facilement des modifs un peu bizarres. Bro, au niveau réseau, c'est surpuissant. Vous voyez tout ce qui se passe sur le réseau. Et pour la centralisation, les outils relativement classiques type Splunk, Elasticsearch et compagnie. Donc quelques exemples rapidement. Il y a Apache qui a créé un comptable. Il y a des bibliothèques qui sont rechargées dans mon SSHD que je ne sais pas ce que c'est. J'ai des connexions réseau, des ports en écoute inhabituels. J'ai un uname qui est exécuté par mon SNTPD. J'ai Apache qui a droppé des fichiers PHP dans des endroits où il n'y en a pas d'habitude. Ou simplement, j'ai un programme qui vient de se charger avec LD Preload. Conclusion, pas de télémétrie, il n'y a pas de malware parce qu'on ne les voit pas. Pas de malware, pas de marché, pas d'antivirus, pas de télémétrie. C'est la merde. Donc c'est vrai que l'offre antivirus sous Linux aujourd'hui c'est un peu de la merde. Ce qui est bien, c'est que, en même temps, c'est à peu près pareil sous Windows. Hein, une campagne de malware moderne, elle passe tous les antivirus Windows au moment où elle est lancée. Donc, ma conclusion, c'est surveiller vos infras, loguer, centraliser, analyser ce qui se passe. Quand vous trouvez des trucs, communiquez pour que les gens ils sachent qu'en fait, il y a vraiment des malwares sous Linux. Le problème des équipements enfermés, donc tout ce qui est équipement réseau, IoT, c'est la merde. Mon approche, c'est de dire, ces machins, je sais à quoi ils sont censés parler. S'ils parlent à autre chose, c'est pas normal. Et je sais pas qu'est-ce que je ferai le jour où ce sera là, où ça arrivera. Je pense que j'appellerai Franck pour qu'il dessoude les EPROM. Et voilà, en gros, c'est tout. Si vous avez des questions. Je suis, dé- Un, deux, trois, oui. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai fait un peu se presser sur la fin, hein, on l'a senti, il a été très très rapide. J'en profite juste pour poser une petite question aussi au groupe avant que les questions vraiment commencent. Qui va installer un antivirus demain sur son Linux? Pas grand monde là. Qui va commencer à regarder vraiment ces syslogs? Bon, je crois qu'ils sont pas encore mûrs. Des questions? Pardon? D'accord. Qui a déjà installé un antivirus sur son Linux? D'accord. Qui a installé Clamav? Voilà, bon, on va arrêter la discussion.
En open source, en fait, le moteur Clamav, il n'y a pas tellement de raison de créer autre chose. Il y a Archihunter qui a une autre approche, qui cherche plus que du comportemental que vraiment des signatures, même s'il cherche aussi des signatures. Mais c'est plus Archihunter va chercher des anomalies et des traces, comme quoi il y a des rootkits. Mais voilà, il y a quelques... En gros, depuis qu'il y a FANotify, les antivirus commerciaux deviennent à peu près utilisables. Là où avant, il fallait installer les headers kernel sur tous les machins et les sources du kernel et les compilateurs. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire tourner comme compilateur sur une brosse à dents connectée, mais j'ai pas envie d'essayer, quoi. Maintenant qu'on a FANotify, on peut faire enfin, ça fonctionne principalement en userland et on a moins de problèmes. D'autres questions? Des solutions magiques à mon problème? Ah, il y a une question. Je finirai par réussir à J'ai m'épargner, hein. pas de solution magique, mais c'est pas mieux. Enfin, ça dépend de quel type de système on parle. Mais si c'est genre un PC perso, on peut le bloquer de certaines façons. Genre, il y a à part mort ou GRSec ou d'autres trucs. GRSec, j'aimerais bien. GRSec, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu la merde. Mais si c'est un système qui doit faire genre une chose ou quelque chose de défini, Exactement. on peut tout bloquer dans des conteneurs, limiter les accès, etc. Déjà, ça, on n'a pas besoin d'un antivirus techniquement. Peut-être un IDS, mais antivirus, enfin, si le truc il fait un truc, si le système il fait... Le jour où il fait autre chose, il faut le savoir, quoi. Oui. Voilà. Oui. Mais l'idée d'avoir un truc qui va l'empêcher systématiquement, c'est pas forcément évident. Ouais. Où c'est compliqué, c'est un laptop personnel, parce que là, il fait plein de trucs. Dès que c'est du general purpose computing, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Sur des fermes de serveurs web, on peut faire des choses très intéressantes. Et du coup, tu développes plus des solutions personnelles ou pour des boîtes, en fait? Alors, je développe plus des trucs sur des boîtes, c'est sur des trucs ce que je développe, on déploie ça sur des serveurs de fichiers, sur des serveurs d'applications internes, sur ce genre de choses. Ok. La solution de l'ordinateur personnel est vachement compliquée, Ouais. parce que dès que vous allez vouloir installer un nouveau truc, faut mettre à jour vos politiques de sécurité. C'est la merde. Et c'est la merde, ouais. Mais on peut installer Clamav dessus ou... Oui, on peut installer Clamav en plus Oui, sur Windows. Et c'est une abominable bouse. alors, ouais, limitation de Clamav, il n'y a pas de capacité sous Linux de scanner la mémoire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, parce que voilà, mais patches welcome, comme on dit. Bon, en tout cas, du coup, un grand merci à Eox. Ah bah d'accord. J'avais une question. Et enfin, comme c'est très important et que je pense qu'on l'a rappelé pas mal de fois aujourd'hui, le social engineering reste un des objectifs de sécurité principaux. Nous allons voir, quand l'installation sera complète, nous allons